Tout a commencé par une fuite, un simple murmure. Une seule ligne enfouie dans les méandres d'un télégramme secret, mais cela a suffi à faire trembler tout un continent. Traoré, le leader du Burkina Faso, n'avait que 2 jours pour livrer 70% des réserves d'or du pays. Sinon, son pays devrait rembourser immédiatement l'intégralité de sa dette avec des intérêts s'élevant à 5-6 milliards de dollars. Et au bas du télégramme, un nom, Donald J. Trump. À l'époque, il était le président des États-Unis, la voix la plus tonitruante du G7 et du Fonds monétaire international, le fameux FMI. Mais ce n'était pas qu'une simple manœuvre politique. Il brandissait son pouvoir absolu pour lancer une offensive économique mondiale sous le masque d'une diplomatie discrète menée dans l'ombre. Cette exigence a choqué non seulement Washington, mais aussi les nations neutres du G7 et les 19 pays membres du système du FMI. Pas de négociation, pas de compromis. Juste un ultimatum glacial: payer la dette ou livrer la moitié de l'or fraîchement extrait du Burkina Faso. Ce n'était pas une discussion. C'était une menace pure et dure pointée droit sur le cœur d'Ouagadougou et le gouvernement du Burkina Faso. Avant de plonger dans cette histoire palpitante, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres récits brûlants comme celui-ci. Selon des sources, ce câble classé secret n'est pas apparu par magie comme sorti d'un chapeau. Le message a été remis en main propre par un intermédiaire d'une confiance absolue représentant le G7 à cet instant précis. C'était la première ministre italienne, Giorgia Meloni, aux côtés de Kristalina Georgieva la Bulgare, à la tête du Fonds monétaire international, le FMI. Tôt le matin, à 6h pile, le 12 août 2025, le télégramme fut posé sur le bureau du capitaine Ibrahim Traoré. Le message était clair, tranchant comme une lame. Soit autoriser les entreprises des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne, soutenues par le FMI, à commencer immédiatement l'extraction et l'exportation de 70% de l'or, soit payer les 5-6 milliards de dollars dus aux nations du G7, plus une dette au FMI de 324 millions en droits de tirage spéciaux. Total de la dette, 5-6 milliards de dollars. L'échéance 48 heures pour trancher. Refusez et préparez-vous à des sanctions, à des blocus de ressources et à une déstabilisation interne orchestrée de main de maître. Ce n'était pas de la diplomatie, c'était un acte d'extorsion pur et dur, sans masque. Le ton du message attribué à Donald Trump était glacial, inflexible, dur comme l'acier. Nous vous avons sauvé du terrorisme, nous vous avons nourri quand vous mouriez de faim, nous vous avons prêté de l'argent, maintenant il est temps de payer vos dettes ou d'en payer le prix. Mais Trump a mal calculé son coût. L'homme le plus puissant du Burkina Faso n'était pas du genre à plier. Traoré n'a pas scié. Il a immédiatement convoqué les principaux leaders politiques, les hauts commandants militaires et les patrons les plus fiables de l'industrie minière. Lors de cette réunion, il a martelé sa position claire comme du cristal: dit au G7 et au FMI, le Burkina Faso n'est pas à vendre. En quelques heures, l'histoire a explosé de Lagos à Kinshasa. Les médias africains ont publié des titres audacieux. L'Occident veut s'emparer des richesses de l'Afrique. Ultimatum de 2 jours donné à Traoré. Le monde entier s'est mis à observer, mais Traoré n'a pas répondu par un simple courrier. Il a répondu par la stratégie et une détermination d'acier. Depuis des mois, un secret colossal était caché sous le soleil brûlant des plaines arides du nord du Burkina Faso. Pas une rumeur, pas une supposition, mais un fait. Un gisement colossal de richesses minérales inexploitées, confirmé par une équipe géologique secrète, mise en place par Traoré, peu après son arrivée au pouvoir. Les données étaient entièrement cryptées par des experts technologiques nord-coréens. Tout était scellé, verrouillé, jusqu'à ce que le premier forêt touche le sol. Alors les yeux de l'Occident, ceux des États-Unis et de la France en particulier, ont repéré quelque chose. Les satellites de surveillance sur le Sahel ont détecté des activités inhabituelles. En seulement 2 jours, les services de renseignement américains ont capté d'étranges signatures énergétiques, suivies des livraisons d'équipements en provenance d'Iran et du Venezuela. Et peu après, les signaux de l'or ont illuminé leurs écrans. À ce moment-là, le Burkina Faso avait repris le contrôle de ses mines d'or, arrachées des griffes des entreprises occidentales. En silence, il avait expulsé les contractants soutenus par le G7 de son territoire. Les compagnies contrôlées par la France et les États-Unis étaient remplacées par des unités militaires nationales. L'argent ne coulait plus vers Paris, mais était redirigé vers un fonds national d'investissement et de développement. Le G7 et le FMI savaient exactement ce que cela signifiait.
Voici une nation gorgée d'or qui échappait aux griffes de Wall Street, qui ne répondait ni à Paris, ni ne pliait devant le G7, mais soutenue par son peuple, son armée et sa propre vision. Ce n'était pas seulement de la défiance, c'était un modèle et il les terrifiait. Ils ne voulaient pas seulement l'or, ils voulaient étouffer l'idée même dans l'œuf avant qu'une autre nation africaine n'ose suivre l'exemple. Puis les appels téléphoniques ont commencé de la part des puissants courtiers de l'Occident, tous posant la même question brûlante. Comment arrêter cela avant que ça devienne une autre Libye? Mais l'Afrique avait sa réponse bien à elle. Utiliser l'influence de l'Occident, la force brute de Trump, faire plier Traoré. Mais l'homme qu'ils avaient ciblé ne s'est pas agenouillé. Quand le message est arrivé à Ouagadougou, il n'avait rien d'un geste diplomatique. Il était drapé d'arrogance, le langage d'un empire déguisé en proposition d'affaires. Le G7 l'a présenté comme une offre commerciale, mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas une négociation. C'était de l'extorsion pure. Les exigences étaient détaillées dans un document intitulé « Cadre stratégique de recouvrement de dettes ». Son contenu n'avait rien de subtil. 60% de la production d'or du Burkina Faso devait être cédée à des géants miniers américains et à des gestionnaires désignés par le FMI sous l'étiquette de remboursement progressif de la dette. Le contrôle des principales routes d'exportation d'or devait être transféré à des intermédiaires approuvés par les États-Unis. Un conseil consultatif américain superviserait tous les nouveaux contrats miniers et la répartition des revenus. En échange, des promesses de coopération militaire, de partenariat technologique et de protection contre un changement de régime. Oui, une protection contre un changement de régime, une menace à peine voilée sous des mots polis. Le message était limpide, comme du cristal. Payez-nous ou payez le prix fort. En haut du document griffonné à l'encre rouge, un mot manuscrit. Traoré à 48 heures. Ce n'était pas juste du colonialisme économique, c'était l'impérialisme 4.0, audacieux, à nu direct, parmi les 19 nations membres du FMI. L'élite soi-disant neutre tentait de garder son sang-froid, prétendant que Trump agissait de son propre chef, et non selon la politique officielle du FMI. Mais à huis clos, personne ne l'a arrêté, car au fond, Trump ne faisait que dire tout haut ce qu'il pensait tout bas depuis des années. Peu importe qui dirige l'Afrique, tant que nous contrôlons ce qui se trouve sous son sol. Le capitaine Ibrahim Traoré a parfaitement compris le message. Et il avait déjà pris sa décision, aucune puissance étrangère ne dictera l'avenir de notre terre. S'il s'agissait d'un jeu de pouvoir, Traoré était prêt, mais pas en tant que pion. Il s'est avancé comme un leader, un homme souverain, représentant une nation souveraine. Et Trump, il venait de menacer le mauvais soldat. Quand l'ultimatum a atterri dans la salle de crise à Ouagadougou, Traoré n'a pas bronché. Il a lu la lettre calmement 2 fois, puis l'a mise de côté, s'est levé et a déclaré d'un ton posé. Voilà donc comment ils recouvrent une dette. Du poison en costume cravate, il n'a pas attendu, il n'a pas hésité, il a allumé un brasier. Il voulait 70% de notre avenir, ils auraient 100% de notre résistance. Il n'a pas appelé le G7 ni le FMI. Il a convoqué le commandant de la force de souveraineté spéciale, une unité militaire secrète créée précisément pour un moment comme celui-ci. Les ordres ont fusé, verrouillé tous les champs pétrolifères, doublé la sécurité sur tous les convois d'or, coupé tous les flux de données vers les contractants étrangers, préparé une allocution nationale. Un discours était prévu pour midi. Le pays entier était suspendu à son poste. L'écran est devenu noir, puis un direct a surgi. Pas de studio luxueux, pas de mise en scène, tape à l'œil, juste Traoré en uniforme, une main sur le drapeau burkinabé, l'autre tenant un dossier estampillé. Burkina Faso. 48 heures pour rembourser la dette. Sa voix était ferme, son regard acéré comme une lame s'adressant au peuple du Burkina Faso et à nos frères et sœurs à travers l'Afrique. Il ne se contente pas d'exiger le paiement d'une dette. Ils ne demandent pas seulement 70% de notre or. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est instiller la peur en nous. Il s'est tu et la salle entière s'est figée dans le silence. À ceux qui sont derrière cette insulte à M. Trump et ses soutiens, vous nous avez sous-estimés. Nous ne sommes ni la Libye, ni l'Irak. Nous ne sommes pas votre terrain de jeu. Nous ne céderons jamais notre terre pour rembourser des dettes que vous nous avez imposées. Nous ne plierons jamais devant vos armes ou vos banques. Vous nous avez donné 2 jours. Voici notre réponse. Vous avez maintenant 2 jours pour prendre votre avidité,
vos menaces et votre arrogance et quittez le sol africain. Il s'est levé, a salué et a quitté l'écran. Pas de questions, pas de compromis, pas de reddition. Mais si le discours de Traoré a déclenché des ovations à travers l'Afrique de Dakar à Dar es Salaam, une tempête d'un autre genre se formait en silence. Dans les salles de réunion des compagnies pétrolières et les bureaux de renseignement, la panique s'est répandue chez ExxonMobil. Des appels d'urgence ont fusé vers Washington. Chez Halliburton, des équipes se sont hâtées pour évaluer les dégâts. Et au siège de la CIA à Langley, les alarmes ont retenti. Traoré n'avait pas cédé. Il avait parlé publiquement et c'était là le véritable problème. Si le Burkina Faso pouvait dire non et l'emporter, qu'est-ce qui empêcherait le Mali, le Niger, le Tchad ou le Congo de faire de même? La pression a grimpé à toute vitesse. Des agents de la CIA ont commencé à se montrer plus souvent en Afrique de l'Ouest. Les drones ont multiplié leurs missions au-dessus des routes de l'or burkinabé. Sur les réseaux sociaux, des campagnes de diffamation ont fleuri traitant Traoré d'instable, d'imprudent, voire de fou. Près de la frontière ghanéenne, des mercenaires privés liés à une société de renseignement bien connue ont été repérés en mouvement. Le message de Washington était limpide, cela doit cesser maintenant. Mais le message de Traoré avait déjà résonné à travers l'Afrique. L'Afrique n'est pas à vendre. Le plan contre lui était simple, semer le trouble à l'intérieur de son pays. Au même moment, les grandes chaînes d'information occidentales ont toutes commencé à raconter la même histoire. Le Burkina Faso refusait de payer ses dettes. Des experts mettaient en garde disant que Traoré menait son pays droit au désastre. Mais, à l'intérieur du Burkina Faso, la vérité était tout autre. De plus en plus de gens s'engageaient pour protéger les mines d'or. La résistance n'était pas seulement militaire, elle était culturelle, portée par la communauté et elle grandissait d'heure en heure. Les étudiants universitaires organisaient des événements sur la souveraineté et l'utilisation équitable des ressources. Des groupes de femmes apportaient nourriture et provisions aux soldats qui gardaient les mines. Et chaque fois que CNN ou Fox News s'attaquaient à Traoré, les jeunes ne se sont pas mis en colère. Ils ont ri. Puis, ils ont partagé l'extrait de journal avec une seule phrase. S'ils le détestent autant, c'est qu'il doit faire quelque chose de juste. Le capitaine Ibrahim Traoré connaissait la vérité. Le véritable ennemi n'était pas seulement Trump, mais tout un système, les banques, les compagnies pétrolières, le G7, le FMI et les anciennes puissances coloniales qui pillantent l'Afrique depuis des générations. Ce système s'acharnait maintenant sur un seul homme parce qu'il osait faire ce que personne n'attendait dire non et le pensait vraiment. Le Burkina Faso était attaqué de toutes parts, politiquement, économiquement, numériquement. Mais Traoré n'était pas seul. Quelques jours après avoir rejeté ouvertement l'ultimatum de Trump et du FMI, 3 avions militaires ont atterri à Ouagadougou. Pas de bombes, pas d'armes, seulement des frères du Mali menés par le colonel Assimi Goïta, calme et résolu du Niger avec le général Abdourahmane Tiani, les yeux brûlants de détermination, et de Guinée avec le colonel Mamadi Doumbouya, marchant droit sans s'excuser. Ils sont entrés ensemble dans le palais présidentiel, et quand ils en sont sortis, ils se sont tenus côte à côte avec Traoré pour que le monde entier le voie. Puis sont venues les paroles qui ont ébranlé le continent. Si vous touchez au Burkina Faso, vous nous touchez tous. Ce n'était pas juste une déclaration, c'était une nouvelle doctrine, la réponse de l'Afrique à l'OTAN, le bouclier AES. Le Mali a envoyé des conseillers militaires aguerris pour protéger les mines d'or. Le Niger a déployé des équipes logistiques expérimentées dans les terrains désertiques. La Guinée a ouvert son espace aérien pour des vols d'approvisionnement d'urgence. Le combat ne se limitait pas au sol, il s'est déplacé en ligne. Les médias soutenus par l'AES ont lancé une contre-offensive massive démasquant la désinformation occidentale, révélant la vérité derrière la guerre des ressources. Les réseaux sociaux se sont emplis d'un message unifié. Nos ressources, notre avenir, notre combat. L'impact s'est propagé à toute vitesse. À Bamako, les foules ont envahi les rues pour soutenir Traoré. À Conakry, des fresques murales sont apparues le montrant debout sur des barils de pétrole, brandissant haut le drapeau du Burkina Faso. Même au Tchad et en République centrafricaine, des groupes de jeunes scandaient AES ou la mort. En Occident, les agences de renseignement s'agitaient pour réagir,
Mais elles ont manqué un point crucial. Ce n'était plus seulement une affaire de Burkina Faso. C'était un rempart panafricain. Et Traoré ne reculait pas. Il avançait résolu, porté par une fraternité forgée, non pas par des traités, mais par la guerre, la trahison, et un rêve partagé de véritable liberté africaine. Pendant que les puissances occidentales s'énervaient et paniquaient, deux géants mondiaux agissaient dans l'ombre avec stratégie. Discrètement, sans tambour ni trompette, la Chine et la Russie sont entrées en jeu sans excuse. Elles n'arrivaient pas avec des menaces ou de l'arrogance, mais avec quelque chose de bien plus puissant du soutien de la technologie et un message que le capitaine Traoré n'oublierait jamais, vous n'êtes pas seul. À peine 12 heures après que l'ultimatum de Trump a fait les gros titres, une délégation chinoise discrète a atterri à Ouagadougou. Pas de caméra, pas d'éclat, juste des ingénieurs, des diplomates et une proposition révolutionnaire, une usine d'extraction d'or entièrement opérationnelle, conçue et construite en 90 jours, un système d'évaluation de l'or qui contournait totalement les banques occidentales, et surtout une plateforme de commerce numérique utilisant le yuan numérique chinois, éliminant à la fois le franc CFA et le dollar américain. Le Burkina Faso ne posséderait pas seulement son or, il contrôlerait chaque étape de la chaîne de valeur. La Russie a suivi de près dès le lendemain. Un avion militaire russe Ilyushin a atterri sur une piste sécurisée. À bord des systèmes avancés de guerre électronique et des dizaines de caisses anonymes étiquetées équipements de défense spéciaux. En d'autres termes, les mines d'or du Burkina Faso étaient désormais protégées par des défenses anti-drones de qualité russe. Washington était abasourdi. CNN a qualifié cela d'alliance dangereuse. Le département d'État américain a accusé Traoré de s'être vendu à des dictatures. Mais en Afrique, personne ne se souciait de ce que pensait l'Occident. Pour le peuple Traoré, ne pliait pas, il ripostait. Pour eux, la Chine et la Russie n'étaient pas des envahisseurs, mais des outils au service de l'AES, l'avenir. Un avenir libéré des chaînes coloniales. À ce stade, Traoré avait accompli ce que beaucoup croyaient impossible. Il a rejeté un ultimatum américain, dénoncé une tentative mondiale d'accaparement des ressources et rallié la Chine, la Russie et la moitié de l'Afrique de l'Ouest à ses côtés. Aux États-Unis, les médias sont entrés en mode panique totale. CNN a affiché un gros titre rouge. Le Burkina Faso refuse de payer sa dette indue. Fox News a sombré dans l'hystérie. Traoré doit être arrêté, clamaient les talk-shows, remplis d'invités des PDG de banques liés au FMI des généraux à la retraite, tous répétant le même mot dangereux. Ils l'ont traité de fou, de dictateur, de marionnette de Poutine, du prochain Kadhafi. Mais Internet n'y croyait pas. Les créateurs africains ont inondé YouTube et Instagram de vidéos louant son courage. Même les Afro-Américains se sont joints à eux. Cet homme a dit à Trump « par-dessus mon cadavre » et il est encore là pour le raconter. Ça, c'est du leadership. Prenez-en note. Au Burkina Faso, les jeunes ont riposté à leur manière. Ils ont pris les clips alarmistes de CNN et les ont remixés en chansons de protestation. Ils portaient des t-shirts proclamant « Si CNN te déteste, c'est que tu fais quelque chose de juste ». Traoré n'était plus seulement un président. Il était devenu un symbole, une figure virale, un mouvement. Même Time Magazine l'a remarqué. Leur prochaine couverture numérique titrait « L'homme que l'Occident ne peut intimider dans l'insurrection africaine de Traoré ». Mais la célébrité venait avec des risques. Plus son nom faisait les gros titres, plus les menaces s'accumulaient. Des agences de renseignement privées lançaient des cyberattaques, des bots sur les réseaux sociaux, propageaient de faux scandales et des campagnes de diffamation. Dans les réunions à huis clos à Washington, les vieux murmures ressurgissaient, accusations d'évasion de dettes. Mais rien de tout cela n'importait. Le peuple voyait parfaitement ce qui se passait, et Traoré, il avait brisé le scénario. Il n'était pas censé riposter, il n'était pas censé survivre, et il n'était surtout pas censé devenir viral. Pourtant, le voilà, un soldat de 35 ans d'Ouagadougou, plus célèbre que la plupart des présidents occidentaux, sans équipe de communication, sans milliardaires, pour le soutenir, juste la vérité, le courage et l'or. Le temps pressait le monde entier, observait. Traoré allait-il accepter de céder 70% de l'or du Burkina Faso pour rembourser la dette? Au lieu de cela, quand l'échéance des 2 jours a expiré, Traoré a fait son geste le plus audacieux. À l'aube, l'Assemblée nationale du Burkina Faso a tenu une session d'urgence totalement à l'abri des regards extérieurs. À huis clos,
sous les ordres directs de Traoré, ils ont adopté une résolution historique. Toutes les réserves d'or du Burkina Faso sont désormais nationalisées et protégées à jamais contre toute forme de propriété étrangère. L'encre du décret était à peine sèche qu'il entrait en vigueur. Et au lever du soleil, chaque entreprise occidentale encore active sur le sol burkinabé a reçu le même message. Faites vos valises, votre jeu ici et c'est fini. Les licences des entreprises minières françaises et canadiennes ont été révoquées. Une équipe d'études énergétiques soutenue par le G7 et le FMI a été escortée jusqu'à la frontière. Les diplomates étrangers ont été informés sans détour. Les ressources du Burkina Faso ne sont pas une monnaie d'échange pour rembourser des dettes. Puis Traoré est apparu à la télévision nationale sans uniforme, sans armes, vêtu uniquement d'un habit traditionnel burkinabé. Traoré a parlé d'une voix ferme, claire et inébranlable. Nous avons été exploités pendant des générations. Maintenant que nous avons découvert notre richesse, ils veulent nous la reprendre. Mais je ne suis pas là pour servir des empires. Je suis là pour servir mon peuple, un peuple qui a trop longtemps souffert. Il a marqué une longue pause, puis est venue la phrase qui a résonné des radios au toit. Le Burkina Faso n'a pas peur, et je ne négocierai pas avec des voleurs. Dehors, les rues ont explosé de joie. Les tambours ont retenti, les feux d'artifice ont illuminé le ciel. Les foules dansaient et scandaient dans la capitale. Il a dit non, il a dit non, il a dit non. En ligne, le mouvement a repris de plus belle. Les jeunes Africains ont publié des vidéos tenant du carburant de la terre ou des pièces murmurant une seule phrase « Nous protégeons ce qui est à nous ». L'ultimatum du FMI a expiré. La menace avait échoué, et Traoré non seulement il a survécu à la pression, mais il a réécrit les règles. 2 jours après son défi audacieux, le G7 et le FMI se sont tus. Pas de conférence de presse, pas de tweet, juste une panique silencieuse à huis clos. Des murmures nerveux circulaient dans les bureaux militaires. De véritables alarmes résonnaient dans les conseils d'administration pétroliers. Puis, à exactement 7h42 du matin, heure de l'Est, Donald J. Trump a brisé le silence avec un tweet en majuscule. Traoré vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie. L'Afrique en paiera le prix fort, et l'Internet a littéralement explosé de réactions. Les journalistes se sont rués comme des fous pour capter les premières réactions. Les chaînes d'infos en continu se sont muées en véritables arènes de cris et de débats enflammés. À New York, les marchés ont piqué du nez. Les investisseurs, la peur au ventre, se préparaient au pire scénario imaginable. Pourtant, à Ouagadougou, le capitaine Traoré n'a pas sourcillé un instant. Quand un aide lui a présenté le tweet, il aurait esquissé un sourire et lancé « C'est le bruit sourd d'un empire qui perd pied, qui vacille sur ses bases ». Malgré tout, la menace pesait lourd, bien réelle, comme un orage imminent. L'activité des satellites au-dessus de l'Afrique de l'Ouest a triplé d'un coup. La marine américaine en catimini a repositionné 2 navires de guerre tout près du golfe de Guinée, prêts à bondir. À Africon, le commandement militaire US en Afrique a glissé un avertissement discret sur une instabilité qui monte en flèche. L'armée burkinabé n'a pas perdu une seconde pour réagir. Les batteries anti-aériennes ont été mises en alerte maximale. Les itinéraires de transport d'or ont été verrouillés hermétiquement. Les alliés de l'Alliance des États du Sahel AES ont bougé comme un seul homme. Le Mali a dépêché des unités armées droites à la frontière. Le Nigeria a allumé ses radars de défense aérienne pour scruter les cieux partagés avec vigilance. La Guinée a proclamé un pacte de réponse rapide commune, jurant une contre-attaque fulgurante contre quiconque oserait frapper le Burkina Faso. Puis est venu le choc qui a laissé le monde bouche bée stupéfait. Ça dépassait le cadre des seuls gouvernements. Les gens ordinaires à travers toute l'Afrique se sont levés d'un bloc. Au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya et au Sénégal, des milliers ont afflué devant les ambassades américaines, poings serrés. Ce n'étaient pas de simples manifs de routine. C'était des mises en garde claires et nettes. Les pancartes hurlaient « Touchez à Traoré et c'est à nous tous que vous vous attaquez. L'Afrique n'est pas votre terrain de jeu miné. Gardez votre démocratie pour vous. Nous, on garde notre dignité intacte. » À Washington, Trump bouillonnait de rage. Paraît-il furieux que sa stratégie de pression ait fait pchit. Mais le coup de grâce n'est pas venu d'un État ou d'un dirigeant. Il est surgi d'une vidéo minuscule, à peine 43 secondes, postée par le capitaine Ibrahim Traoré, en personne ce nouveau leader charismatique. Elle a fait le tour du globe en un clin d'œil. Fixant la caméra droit dans les yeux imperturbables comme un roc, il a déclaré « Ce n'est pas qu'une histoire de dettes accumulées, ce n'est pas qu'une affaire d'or pillé. C'est l'âme même de l'Afrique qui est en jeu.
et je préfère 1000 fois mourir debout fier que de vivre à genoux soumis. En à peine 12 heures, cette vidéo avait été partagée plus de 12 millions de fois, un vrai raz-de-marée. D'anciens présidents africains ont brisé leur silence de plomb, sortant enfin de leur mutisme après des années. Les uns après les autres, ils ont salué Traoré comme l'aube d'une ère nouvelle, un vent frais, un leader d'un genre inédit. Le monde entier retenait son souffle suspendu. Mais pour l'Afrique, c'était la première grande bouffée d'air libre, pur et revigorant depuis un temps immémorial, un siècle de